Madame la ministre, mes chers collègues, alors Madame la ministre, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation de venir échanger avec les membres de la délégation aux droits des enfants suite à l'examen de la France par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies en mai dernier et le rapport qu'ils ont rendu au mois de juin. Notre pays est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été ratifiée par la France en 1990. Elle est basée sur 4 piliers majeurs: la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement, le respect des opinions de l'enfant sur toutes les questions qui le concernent. Notre pays prend très logiquement un certain nombre d'engagements, dont celui d'une évaluation de sa politique en faveur de l'enfance. Dès lors, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies est chargé de surveiller la bonne application par les États, donc par la France également, de la CIDE, ainsi que de ses protocoles facultatifs. Tous les 5 ans, les États rendent un rapport sur la situation nationale des droits de l'enfant. Cette année, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a rendu ses observations sur l'application par la France de la Convention. Je souhaiterais rappeler les progrès accomplis et soulevés par la dernière évaluation par le Comité des droits de l'enfant, notamment comme le plan de lutte contre les violences faites aux enfants, les évolutions sur la protection dans le cadre du numérique, mais on le sait tous, il reste encore beaucoup à faire. La création de la délégation aux droits de l'enfant marque un pas de plus dans la reconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, dans la mise en œuvre des politiques publiques, et nous nous réjouissons que ce comité ait souligné cette création parmi les efforts déployés dans notre pays. Nous espérons que le Sénat nous emboîtera le pas rapidement. Lors des questions au gouvernement du 6 juin dernier, j'ai toutefois regretté que les enfants ne connaissent pas assez bien leurs droits dans notre pays, malgré l'instauration par le défenseur des droits des ambassadeurs, des jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant, chargés de diffuser la CIDE, notamment dans les établissements scolaires. J'en veux pour exemple le débat organisé en novembre 2022 qui a mis en avant la question du harcèlement scolaire. Nombre d'enfants ne connaissaient pas la loi visant à combattre le harcèlement scolaire que notre collègue Erwan Balanant était venu à l'époque leur présenter. Cela prouve bien que les enfants ont vraiment besoin qu'on les informe sur leurs droits. La délégation a par ailleurs à cœur d'entendre le point de vue des enfants sur les évolutions législatives les concernant et à mettre en pratique l'article 12 de la CIDE. À ce titre, nous avons organisé un débat, toujours en partenariat avec l'UNICEF, autour des propositions de loi sur le numérique, s'agissant ainsi de prendre en compte la parole de l'enfant. Je suis également particulièrement attachée à un meilleur accompagnement de l'enfant dans le cadre des procédures judiciaires et je plaide, et vous le savez, pour que l'enfant, lors d'une audience en assistance éducative, soit systématiquement accompagné par un avocat. Et je salue l'avancée faite par le garde des Sceaux qui souhaite y travailler et qui a pris cet engagement dans le cadre de la loi de programmation de la justice. Donc on va pouvoir travailler et avancer sur le sujet. Alors je souhaiterais, avant de vous donner la parole, Madame la Ministre, revenir sur plusieurs points qui ont été soulevés par le rapport du comité. Tout d'abord, la situation des enfants en situation de handicap. La France tarde toujours à rendre effectif la loi de 2005, et notamment sur tout ce qui est la scolarité pour ces enfants. Notre délégation s'est d'ailleurs saisie de ce sujet au travers d'une mission d'information, dont les conclusions devraient nous parvenir dans le mois d'octobre prochain. Également, la situation des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Nous le savons tous, le secteur souffre de pénurie de personnel. Les délais d'exécution des mesures d'assistance éducative ne cessent de s'accroître et je regrette que les décrets d'application de la loi du 7 février 2022, pour certains, tardent à être pris, notamment celui sur l'hébergement des enfants en hôtel. Je souligne également la situation particulière des Outre-mer. C'est d'ailleurs à ce titre que la délégation avait choisi de porter son attention pour son premier rapport sur la question des violences faites aux mineurs en Outre-mer et a ainsi voulu manifester son intérêt pour ces territoires souvent occultés que nous continuerons à suivre puisque nous sommes en lien également avec votre collègue des Outre-mer pour essayer de le sensibiliser sur le sujet. Et enfin, en ce qui concerne les mineurs non accompagnés, nous pouvons relever la décision qui est prise par le Comité des droits de l'enfant le 25 janvier dernier, qui a constaté que la France avait méconnu plusieurs articles de la CIDE. Conformément à cette décision, notre pays avait un délai de 180 jours, c'est-à-dire jusqu'au 25 juillet, pour informer le comité des mesures prises. Je vous demanderai donc, Madame la Ministre, si vous pourrez nous faire un petit point sur ces diverses observations. Voilà, Madame la Ministre, pour ce propos introductif. Je vous laisse la parole avant de laisser, bien entendu, comme toujours, la parole à nos collègues de pouvoir intervenir. Et je vous remercie encore de votre présence.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les parlementaires, c'est quand même toujours un plaisir de venir devant vous pour effectivement évoquer l'action, mon action et celle du gouvernement. Je trouve qu'on a installé là une méthode de travail Parlement-gouvernement autour du sujet de l'enfance tout à fait riche et je vous remercie à nouveau de votre invitation. 3 points, évidemment, sur lesquels je reviendrai. D'abord, bien sûr, faire avec vous le tour de l'évaluation de la France par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, répondre aux questions que vous m'avez posées en lien avec cette évaluation, faire un petit bilan quand même d'une première année à la tête du secrétariat d'État et peut-être vous dessiner les priorités des prochains mois, tout ça étant bien sûr totalement nourri par ce rapport du Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Alors, vous l'avez dit, et je ne vais pas m'attarder sur le sujet, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai souhaité vraiment que nous préparions avec attention ce rendez-vous auprès du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, ayant conscience par mes précédentes fonctions du côté un peu technocratique des préparations habituellement, et de l'absence de souffle politique au sens positif du terme, et d'une vraie représentation de la France dans cet exercice. Ça s'était évidemment très bien passé en 2016, mais entre-temps, quand même, les choses étaient redescendues dans les administrations de manière un peu technique. C'est pourquoi on a eu un travail de préparation intense et que nous sommes partis avec une grosse délégation, à la fois avec conviction, mais aussi avec humilité, ce qui était important pour moi, de ne pas arriver face à l'ONU un peu de manière arrogante. Voilà. Alors, on a quand même été interrogé pendant plus de 6 heures, ce qui a été assez long. Et comme vous l'avez dit, le comité, dans son rapport, a pu d'abord constater les progrès réalisés depuis 6 ans pour mieux assurer le respect des droits des enfants, échanger avec nous sur des sujets bien identifiés sur lesquels il nous reste une large marge de progression et échanger sur les chantiers lancés. Voilà. Donc, on peut dire quand même que le comité a salué l'implication et le professionnalisme de la délégation française et la qualité des échanges et a accueilli favorablement notre meilleure prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans nos politiques publiques, avec les différentes thématiques que vous avez évoquées, Madame la Présidente, la santé, l'éducation, la protection, qui sont évidemment les trois axes majeurs. Vous l'avez dit, ils ont salué la délégation à l'Assemblée nationale, le secrétariat d'État positionné près de la Première ministre, la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, la politique des 1000 premiers jours, les plans de lutte contre les violences et contre la prostitution, le déploiement des UAPED et l'amélioration et la généralisation des mécanismes de participation des enfants dans l'élaboration des politiques publiques. Ils ont vraiment appelé notre attention sur plusieurs points qui sont au cœur de mes priorités. Vous l'avez dit, la qualité de la politique de protection de l'enfance, avec quelques impulsions. Ils nous demandent toujours de favoriser la prévention et la désinstitutionnalisation. Ils nous ont appelé effectivement à être plus convaincants sur le handicap et la situation des enfants, la prise en charge des enfants en situation de handicap. Ils nous ont évidemment parlé de santé mentale des enfants, de pauvreté, et ont appelé notre attention sur 2 publics prioritaires, les enfants migrants, de manière un peu générique, avec ceux qui arrivent avec leur famille et ceux qui arrivent sans famille, et bien sûr la situation de nos enfants dans les territoires ultramarins. Alors, dès le 15 juin, à l'occasion du 2e comité interministériel de l'enfance, j'ai fait état de ce rapport à l'ensemble des ministres qui étaient autour de moi et je m'en suis saisie comme levier d'action. Nous étions sur un CIE de mi-étape. Vous savez qu'on a eu un comité interministériel en novembre dernier, présidé par la PM. Là, moi, j'étais dans un comité de suivi et je leur ai donc livré ce rapport pour que, d'abord, ça infuse bien sûr leur politique en cours, mais aussi qu'il y ait des propositions très concrètes pour le second CIE qui sera présidé par la Première ministre en novembre prochain. Donc, d'ores et déjà, l'ensemble des membres du gouvernement se sont saisis de ce rapport. Ce CIE, ça a quand même été l'occasion de faire aussi un point sur les 5 priorités que j'avais eu l'occasion de vous exposer, qui avaient été fixées par la Première ministre: la lutte contre les violences, la santé, l'accompagnement des enfants les plus fragiles avec les enfants de l'ASE et les enfants en situation de handicap, le service public de la petite enfance et enfance et numérique. Voilà. Vous le savez, je ne vais pas rentrer dans une liste à l'après-vert, mais quand même beaucoup de choses
avaient été initiées dans le précédent quinquennat, y compris par la majorité, et d'autres ont été faites depuis. Sur Internet, énormément de choses, des textes, le texte adopté de Laurent Marcangeli, les textes de Bruno Studer et de Caroline Janvier, et plus récemment, le texte porté par Jean-Noël Barrot. Un travail qui a été lancé, on pourra y revenir si vous avez des questions sur le harcèlement. Et je redis, le harcèlement, et pas simplement le harcèlement scolaire, tant il est transversal à l'école et à la situation des enfants en dehors de l'école. Nous avons fait un point sur les mesures annoncées à l'occasion de la conférence nationale du handicap. Et évidemment, je salue le fait que vous ayez vous-même souhaité confier une mission à votre délégation pour approfondir ces sujets. Et nous aurons évidemment l'occasion de travailler avec vous, Madame la députée, et de travailler notamment parce que j'ai poussé dans le cadre de la CNH à ce que le sujet enfants de l'ASE et enfants en situation de handicap soit bien pris en compte, tant il a aussi un impact sur toute notre politique en matière de handicap. Nous n'avons pas pu, en juin, faire la restitution des assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant lancées par le ministre de la Santé, qui devait, donc ces assises devaient aboutir en juin. Les propositions sont, je crois que vous avez entendu, je vous avais entendu les deux co-présidents de ces assises. Les propositions sont nombreuses, assez disruptives et à ce stade peu concertées et peu évaluées financièrement. Donc le ministère de la Santé est en train de regarder ça à la loupe, et je pense que nous aurons une première restitution publique et donc des débats, y compris avec vous évidemment, à la rentrée sur ce sujet santé et en particulier santé mentale. Vous avez constaté évidemment le lancement du service public de la petite enfance, dont vous serez en partie saisi avec la loi relative à l'emploi, et évidemment ce service public de la petite enfance qui s'appuiera sur la nouvelle COG, Convention d'objectif général de la CNAF, qui vient d'être signée par Jean-Christophe Combe. Nous avons aussi, plus spécifiquement, en tout cas moi, fait le point sur la contractualisation avec les départements en matière de prévention et de protection de l'enfance, et bien évidemment fait le point, vous avez raison de le dire, Madame la Présidente, sur la mise en œuvre des lois du 7 et du 21 février 2022, qui, je le rappelle, exigeait énormément de textes réglementaires, dont pas mal de décrets en Conseil d'État. Et dans ce champ de l'enfance, ça n'échappe à personne, il faut par ailleurs demander l'avis d'un certain nombre de commissions, de comités, notamment le Comité national de protection de l'enfance, qui était lui-même créé par la loi. Donc on a eu un peu un effet de poupée russe, il fallait créer le CNPE, le nommer, pour qu'il prenne des avis sur la loi. Donc il y a eu effectivement un petit retard à l'allumage sur un certain nombre de décrets. Et à nouveau, on se retrouve dans un contexte où pas mal de décrets avaient été peu évalués sur leur impact financier. Je prends en exemple l'augmentation de la rémunération des assistantes familiales, des assistants et assistantes familiaux. Et donc, à chaque fois, il a fallu quand même un peu travailler avec les départements sur la mise en œuvre de ces textes. Il en reste beaucoup, je pourrais revenir en détail, mais beaucoup sont aussi actuellement en train de sortir du Conseil d'État et devraient être publiés, j'espère, d'ici la fin de l'été. Dans les prochaines semaines, nous aurons à la rentrée le détail du plan de lutte contre les violences 2023-2027 qui sera détaillé au moment du lancement d'une campagne de communication sur les violences sexuelles, qui font partie des préconisations de la Civise. On pourra revenir aussi évidemment sur la fin des travaux de la Civise et sur les conclusions qui nous obligent à être particulièrement engagés. J'ai procédé au déploiement des comités départementaux de la protection de l'enfance, au démarrage des comités départementaux de la protection de l'enfance. Je serai d'ailleurs demain en Eure-et-Loire pour lancer le 6e CDPE sur 10. Donc voilà. Et je dois vous dire que je suis assez étonnée de la qualité de l'engagement. Alors vous allez me dire c'était des départements volontaires, mais quand même, de l'engagement de l'ensemble des acteurs des CDPE, y compris d'ailleurs le secteur associatif et des acteurs comme les CAF et aussi les CPAM, qui sont quand même extrêmement contents de se retrouver
autour des autorités que représentent le préfet, l'ARS, le recteur et le président de département. Et on voit quand même qu'il y a une forte attente de coopération et que ça lance des synergies quand même. C'était ce qui était souhaité par la loi, bien évidemment, l'autorité judiciaire, mais on voit bien qu'ils avaient quand même beaucoup de choses à se dire et qu'ils se parlaient plus tous, en tout cas ensemble. Ils se parlaient tous un peu en bilatéral, mais ensemble. Et donc vraiment quelque chose d'important. Alors je continue évidemment à être très engagée sur ces sujets de protection de l'enfance. J'ai lancé avec la présidente du GIP une valorisation des bonnes pratiques il y a quelques heures. Nous avons lancé des déjeuners thématiques avec les professionnels. Je réunirai bientôt les vice-présidents, souvent des vice-présidentes, je dois le dire, en charge de la protection de l'enfance des PCD pour travailler encore plus en concret. Et je souhaite aussi avoir un colloque à la rentrée avec les fameux référents ASE, ces gens qui sont censés définir le parcours de l'enfant et qui sont parfois assez loin des enfants, en tout cas pour lequel on leur jette aussi beaucoup la pierre. Et dans le fond, j'aimerais mieux connaître ce métier pour peut-être mieux l'accompagner. Pour en dire aussi que je ne peux pas terminer, alors j'ai aussi quelques questions sur lesquelles je pourrais répondre peut-être avant de conclure. Le ministre de la Justice s'est fortement engagé avec le ministre de l'Éducation nationale pour renforcer la connaissance des droits des enfants. Il a repoussé la démarche d'éducadroit qui vient, pour moi, vraiment compléter l'activité tout à fait extraordinaire de la défenseure des droits sur le sujet de l'information des droits des enfants. Nous avons quand même, nous, demandé dans le cadre des travaux de refonte des programmes en matière d'éducation sexuelle que l'accession des droits, du droit de la protection soit aussi réintroduit dans ce sujet-là. Et bien sûr, je ne peux que saluer l'action, la vôtre, Madame la Présidente, et de votre délégation, mais aussi l'action de la Présidente de l'Assemblée nationale sur véritablement un renforcement de la place des enfants auprès du créateur de droit qu'est le Parlement. Et je pense qu'on a quand même avancé un peu pendant ce début de quinquennat. Vous savez que j'avais fait tenir un conseil des ministres des enfants placé autour de la Première ministre autour de la journée du 20 novembre. Nous sommes en train, nous, de réfléchir au prochain conseil des ministres des enfants, qui aura lieu le 20 novembre prochain, probablement en nous appuyant sur les conseils municipaux, les conseils départementaux, pour qu'ils viennent aussi auprès de la Première ministre faire part de notre action. Donc on est effectivement très engagé sur la place des enfants, sur leur connaissance des droits, sur leur capacité à intervenir et à nous donner notre avis. Sur les mineurs non accompagnés, plusieurs points. Peut-être que j'ai eu l'occasion de vous le dire. La stratégie du gouvernement était quand même de stabiliser la question du projet de loi immigration en ce qu'il comporte quand même une refonte importante de l'OFPRA et des structures aujourd'hui de la prise en compte des personnes en situation de migration. Et nous avions convenu avec le ministre de l'Intérieur que le sujet MNA serait traité postérieurement pour s'appuyer sur une refonte, en tout cas, de l'organisation du ministère de l'Intérieur en matière de prise en charge des personnes en situation de migration. Je rappelle quand même que dans ce PJL, il y avait d'ores et déjà l'interdiction de placer les enfants en CRA. Donc il y avait déjà des évolutions en ce sens. Sur les mineurs non accompagnés, vous le savez, c'est un sujet que j'approfondis, que je vois et que je revois depuis de nombreuses années, sur lequel il est impératif de continuer à avancer. Nous avons quand même toujours une zone insatisfaisante, tant d'un point de vue des droits des enfants, des droits de l'homme et des femmes, que de la sécurité, qui est cette zone de recours sur une décision de non-reconnaissance de minorité. C'est une zone de recours qui va devant le juge des enfants avec des délais aujourd'hui absolument variables d'un département à l'autre et avec en fait des jeunes qui ne relèvent ni de la protection de l'enfance ni des dispositifs d'adultes et qui sont entre deux eaux, alors même que quoi qu'il arrive, ils justifieraient une prise en compte sociale, qu'ils soient adultes ou enfants, enfin, de toute façon une prise en compte adaptée. Donc on doit continuer à articuler ces deux dispositifs, mais comme on voit bien qu'on a un sujet d'articulation mineur-majeur, il faut quand même que le sujet des majeurs soit aujourd'hui posé par la loi tel que le souhaitait le gouvernement. Mais nous pourrons y revenir. Alors, pour conclure, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas évoquer les événements d'il y a quelques semaines, et donc le sujet des enfants
et de la parentalité telle qu'il nous a interpellés, et donc des politiques sociales dans les quartiers qui ont connu ces événements. 2 axes d'action pour moi dont je me suis d'ores et déjà saisie. La question de la prévention spécialisée qui, comme vous le savez, relève des départements et qui aujourd'hui, elle aussi, pour des raisons à la fois d'attractivité des métiers, mais aussi de sens des missions et de multiplication des acteurs engagés. Alors c'est toujours un côté positif, hein, il y a plein d'énergie, mais parfois un peu trop d'énergie qui fait de la dispersion, est aujourd'hui très hétérogène d'un territoire à l'autre et plus ou moins piloté au niveau du gouvernement, mais j'allais dire aussi au niveau des collectivités territoriales. Et bien sûr, la question de la parentalité, de l'accueil des parents, de l'accompagnement des parents, de la responsabilisation des parents. J'ai aucune difficulté avec cette thématique, de la question du 2e volet des 1000 premiers jours, en particulier, et de la question du service public de la petite enfance dans ces quartiers-là. C'est vrai qu'on est parti dans un axe aujourd'hui assez fort, ne serait-ce que parce qu'on s'est appuyé sur un vecteur qui est aujourd'hui en débat devant les chambres, un axe accès au travail, égalité homme-femme pour l'accès au travail avec le SPPE. Mais moi, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, et c'est évidemment dans les priorités de Jean-Christophe Combe, l'aspect accompagnement des mamans, y compris celles des parents qui ne travaillent pas, et accès à des lieux de socialisation pour les enfants, en particulier dans ces quartiers. La synergie enfants, parents et lieux publics d'accueil dans ces quartiers est quelque chose qui est pour moi extrêmement importante et qui ne doit pas être oublié dans la politique du service public de la petite enfance. Voilà quelques réflexions. Je suis à votre disposition, évidemment, pour répondre à des questions plus précises. Merci, Madame la Ministre. Je vais passer la parole aux orateurs de groupe dans un premier temps. Je vais commencer par Madame Servan-Hugues pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la délégation aux droits des enfants se réjouit aujourd'hui de votre présence pour cette audition. Je tiens déjà à saluer à titre liminaire votre engagement depuis 1 an au service de la protection de l'enfance. France Enfance Protégée, campagne nationale de sensibilisation au numéro d'aide pour les enfants victimes de violences, lutte contre la prostitution des mineurs, des mesures prises dans des différents domaines, toutes au service du bien-être de nos enfants. Le 7 juin dernier, en Conseil des ministres, ont été présentés les grands axes du nouveau plan contre les violences faites aux enfants pour 2023-2027, avec une priorité sur la détection des situations de violence et sur l'accompagnement des victimes dans le cadre de procédures judiciaires. Une attention particulière sera portée aux enfants protégés en situation de handicap ou résidant sur les territoires ultramarins. Cette prévenance pour les enfants vulnérables est plus que souhaitable, nous le savons tous, quand on sait par exemple que les enfants en situation de handicap ont 3 fois plus de risques d'être victimes de violences sexuelles ou physiques que les enfants en général, et que plus de 10% des élèves en situation de handicap sont victimes de harcèlement, contre 5 à 6% pour l'ensemble des jeunes. Dans ce contexte, ce sont bien tous les acteurs en lien avec les enfants qui doivent être sensibilisés sur toutes les formes de violence et sur les leviers d'action pour les combattre. Ainsi, comment envisagez-vous en pratique cette conscientisation des professionnels au sujet des violences sur les enfants particulièrement vulnérables? Que pensez-vous des formations croisées, éducation nationale, médico-sociale, personnel sanitaire, ASE, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Caroline Parmentier pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Manger à sa faim, manger sainement, s'habiller correctement, partir en vacances. 40% des Français ne partiront pas en vacances cet été. Une tendance en hausse par rapport à l'année dernière. Sur ce nombre, combien d'enfants? Un enfant sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté en France. Ce sont 2,9 millions d'enfants qui sont confrontés chez nous à une situation de pauvreté inacceptable, parfois même à la misère. Bidonville, logements insalubres, non-accès à l'eau potable. Les familles monoparentales, on le sait, sont particulièrement touchées. En 2018, les promesses d'Emmanuel Macron étaient grandiloquentes. Il affirmait « Je veux que nous menions ce combat. Je pense que nous pouvons, à la hauteur d'une génération, éradiquer la grande pauvreté dans notre pays. » Au bilan de ces grandes promesses, des pauvres, de plus en plus pauvres. Le 2 juin dernier, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies publiait ses observations sur la mise en œuvre par la France des droits consacrés par la Convention internationale des droits de l'enfant. Il en ressort que la pauvreté infantile sur le territoire français demeure. Madame la Ministre,
Parmi les observations finales, le logement et l'hébergement ont été identifiés comme des points spécifiques d'attention. On sait que la France fait face à une grave crise du logement et que les rénovations et constructions ne suffisent plus. Comment le gouvernement entend-il améliorer l'accès des parents et des enfants, des familles monoparentales en situation de pauvreté, à des logements dignes, adaptés à leurs besoins? Et plus largement, comment espérez-vous tenir les promesses faites par votre gouvernement en matière d'éradication de la pauvreté et de réinsertion par des emplois dignement rémunérés alors que la situation ne cesse de s'aggraver? Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe de la France Insoumise, Madame Marianne Maximi. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le sujet est évidemment très très vaste. Moi, je voulais commencer par noter l'énorme décalage qu'il y a eu entre votre communication suite à ce rapport du Comité des droits de l'enfant de l'ONU et la réalité de ce rapport. Vous avez communiqué en disant que vous étiez félicité. Alors effectivement, il y a quelques petits progrès qui sont notés, petits, par rapport à la liste des inquiétudes et des recommandations dites prioritaires par ce comité. Je vais prendre le sujet évidemment de la protection de l'enfance, mais ils y notent la demande d'une hausse des budgets alloués aux services sociaux, l'augmentation en ressources humaines, techniques et financières pour la protection de l'enfance, de veiller à ce que les décisions de justice de protection de l'enfance soient appliquées de manière immédiate, et aussi de s'assurer que la collecte des données et des publications, des délais d'exécution soit faite. Ça n'existe toujours pas. Je note ces recommandations parce que, vous le savez, la semaine dernière, un petit garçon de 3 ans est décédé dans le cadre de son domicile parental, alors que le juge venait d'ordonner 2 jours auparavant un placement, une séparation. Malheureusement, cet événement n'est pas un événement isolé. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème dans la protection de l'enfance de la non-exécution des mesures. Des mesures, je le répète, prises par des magistrats, des juges des enfants qu'il s'agit de protéger, des enfants qui ont révélé des violences ou des défaillances parentales et qui restent de plus en plus longtemps à leur domicile. Nous n'avons pas d'éléments, d'indicateurs pour mesurer le nombre de placements et de mesures non exécutées dans notre pays. Ça fait plusieurs fois que je le demande, je l'ai demandé aussi au garde des Sceaux. Je le redis, c'est un drame, mais qui n'est pas isolé, et je ne vois aucune mesure prise pour lutter et pour faire en sorte que la protection de l'enfance protège les enfants dans notre pays. Aujourd'hui, les enfants sont en danger et l'État ne protège pas. Ensuite, vous avez parlé des événements qui ont traversé et percuté notre pays. Et là encore, moi, je dois dire le décalage et la violence des propos qui ont pu être tenus par le gouvernement sur la responsabilité parentale. Je vais juste vous rappeler que dans ce pays, il y a des parents qui appellent à l'aide, qui demandent des mesures administratives auprès de l'ASE ou des magistrats qui ordonnent des mesures d'accompagnement en AMO. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, c'est 18 mois de délai avant de croiser un éducateur. Donc je vous entends parler de petits déjeuners, de colloques. Il y a vraiment urgence. Aujourd'hui, des enfants ne sont pas accompagnés, ne sont pas protégés alors qu'ils doivent l'être. Merci beaucoup. Pour le groupe Les Républicains, Madame Alexandra Martin. Merci, Madame la Ministre, Madame la Présidente. Dans son rapport publié le 2 juin dernier, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a attiré l'attention de la France sur sa mise en œuvre des droits consacrés par la Convention internationale des droits de l'enfant, CIDE. Parmi ces alertes, je voudrais évoquer et revenir sur celles qui concernent le harcèlement, effectivement, harcèlement scolaire, en particulier cyberharcèlement. Or, force est de constater que le harcèlement scolaire, qui chaque année touche le quotidien de près d'1 million de nos élèves, contrevient à l'engagement de l'article 26 dans le CIDE qui dispose que les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Chacun d'entre nous, dans cette salle, le sait, le harcèlement scolaire est un fléau sociétal qui fait de plus en plus de ravages. Ce phénomène est l'un des nombreux symptômes d'une violence sociale grandissante, hautement préoccupante, à l'école, dans la rue et sur les réseaux sociaux. En dépit de l'adoption de la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement et cyberharcèlement scolaire, la tendance ne faiblit pas. Le suicide de la jeune Lindsay, qui a ému la France entière, le prouve tragiquement. J'en alertais d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale à l'occasion de la session des questions au gouvernement le 6 juin dernier. La réponse qui m'avait été apportée n'était pas à la hauteur des enjeux et de la complexité de la lutte contre ce fléau.
Alors, il y a eu de récentes annonces de la Première ministre et bien sûr, toutes les mesures prises sont bonnes, mais j'ai déposé dans la foulée une proposition de résolution visant à faire de la lutte contre le harcèlement scolaire une grande cause pour l'année 2024. Madame la ministre, il y a urgence à proposer des mesures rapides, efficaces et concrètes pour lutter contre le harcèlement scolaire. D'autres pays, bien plus en avance que nous, ont mis en place des solutions innovantes qui ont apporté des solutions très efficaces et qui ont fait avancer la lutte contre ce fléau. Merci. Merci beaucoup. Pour le groupe MoDem, Erwan Balanant. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ce rapport et la présentation du travail que vous faites me permet peut-être d'appuyer sur une question importante. Vous venez de parler, Madame Martin, du harcèlement scolaire. Moi, je voulais parler justement, et ça a été dans la période qui vient de se passer, mise en avant par les politiques publiques, les ministres et différentes personnes, la question de la parentalité. Être enfant, ce qui est spécifique quand on est enfant, c'est souvent qu'on a encore ses parents, on a la chance d'avoir ses parents, et c'est quand on les a, et c'est eux qui vous éduquent, et c'est eux qui vous forment et qui vous mettent sur le chemin de la vie. Aujourd'hui, les parents sont perdus sur un certain nombre de sujets. Madame Martin vient de le dire, sur la question du harcèlement scolaire, il y a un angle mort, c'est comment les parents accompagnent leurs enfants à double titre. D'ailleurs, d'abord, en leur donnant les bonnes pratiques et puis en les protégeant. Le téléphone portable que nous avons tous, que de plus en plus d'enfants ont et de plus en plus tôt, est un formidable outil pédagogique, un outil de communication, un outil de sociabilisation pour nos enfants, et c'est très bien. Mais c'est aussi un outil qui peut se transformer et devenir une arme. Comment les pouvoirs publics peuvent et doivent accompagner cette parentalité. Je préconisais dans mon rapport, et je continue à préconiser, une grande campagne de l'État, comme il y a des plans de prévention sur le tabac, sur l'alcool, sur la délinquance routière, sur la question de l'accompagnement à la parentalité pour donner un certain nombre de pratiques aux enfants, comme par exemple le fait que même si les enfants ont le droit à une intimité, leur téléphone, ça se contrôle, et les parents doivent accompagner cet outil qui est certes un outil formidable, comme je l'ai dit, mais qui est aussi un outil dangereux. Donc j'aimerais avoir les pistes du gouvernement sur ce sujet. Merci beaucoup. Et pour terminer ce premier tour de table, Madame Francesca Paschini pour le groupe écologiste, bien entendu. Les autres personnes peuvent s'inscrire pour le deuxième tour si vous le souhaitez. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je tiens d'abord à saluer le fait que cette audition se déroule aujourd'hui au sein de ces murs. Il est important que notre délégation puisse vous entendre après l'examen du rapport périodique de la France par le Comité des droits des enfants. Dans ses observations finales, ce comité a attiré l'attention de la France sur l'impact du changement climatique sur les droits des enfants. Il est de notoriété publique que les températures records de l'année 2022 vont correspondre à une année moyenne à l'horizon de 2050 et que les enfants sont parmi les publics les plus à risque face aux vagues de chaleur. Le comité a donc formulé une double recommandation: accroître la sensibilisation et la préparation des enfants au changement climatique et aux catastrophes naturelles via l'école, tenir compte du point de vue des enfants lors de l'élaboration des politiques portant sur le changement climatique. Compte tenu de la nature interministérielle de votre secrétariat d'État, votre rôle sera donc fondamental. La mise en œuvre de ces recommandations est nécessaire pour garantir aux enfants le bien-être de base et la santé. Il me semble par contre qu'il faut aussi aller plus loin. Le changement climatique est une menace pour le droit à l'éducation tel que défini à l'article 28 de la Convention. Conditions d'apprentissage dégradées par la chaleur, difficulté à maintenir certains cours comme l'éducation physique et sportive, voire rupture de la continuité du service public éducatif en cas d'événements extrêmes qui comptent parmi les défis à venir.
Plus généralement, il y a un risque majeur d'accroître la souffrance des enfants dans le milieu scolaire si notre réponse n'est pas à la hauteur. Pourriez-vous, Madame la secrétaire d'État, nous indiquer comment vous comptez appliquer ces recommandations et les actions que vous allez mener pour protéger les droits des enfants face aux périls climatiques? Merci. Merci beaucoup pour la variété de vos questions et je vous laisse du coup, Madame la Ministre, tenter de répondre à tous ces sujets. Ce qui montre l'ampleur de la tâche et bien évidemment le fait que la situation de nos enfants traverse l'ensemble de nos politiques publiques. Madame la députée, évidemment, vous l'avez peut-être ressenti, la lutte contre les violences faites aux enfants est un combat que je n'ai pu que prendre tant il m'a fouettée en arrivant à ces fonctions. Je pensais avoir vu quand même beaucoup de choses dans mes fonctions précédentes, y compris de magistrate. Je crois que les chiffres tels qu'ils sont sortis de la Civise, la réalité de ce que nous a transmis aussi Santé publique France à Haute Autorité de Santé sur les violences, voilà, vous avez évoqué évidemment ce jeune garçon qui, par accident, a échappé et est décédé alors qu'il aurait dû être placé. Je dois vous dire aussi qu'on a eu 4 enfants dans les 3 derniers jours qui ont été tués par leurs parents dans le cadre de séparation parentale, dans une indifférence assez générale. Donc la question des violences aux enfants est pour moi un combat absolu et assez, je dois vous dire, estomacante, tant et si bien qu'à un moment, je me suis demandé si je ne transférais pas le dossier à mon collègue du ministère de la Santé pour changer les neurones des adultes, tellement on a une masse de choses très importantes. Bien sûr que les enfants en situation de handicap sont particulièrement vulnérables à ces violences sexuelles ou ces violences physiques et ces violences psychologiques et qu'ils font partie des publics à repérer, à privilégier. Alors, nous avons plusieurs sujets à mener de concert là-dessus. D'abord, quand même, le sujet de la sensibilisation, de l'interpellation, du coup de poing dans l'estomac. J'ai tenté de le faire le 7 juin dernier en Conseil des ministres. Je dois dire qu'il y a eu un grand silence après mes propos, mais bon, j'étais pas totalement mécontente de mon effet. Mais voilà, et je pense qu'il faut le dire, le redire. Nous allons faire une campagne assez trash sur l'inceste à la rentrée et j'ai demandé les moyens, et je compte d'ailleurs sur vous par la suite, pour avoir en fait une forme de campagne en mode sécurité routière régulière, récurrente, sur toutes les formes de violence, quelles qu'elles soient, et sur tous les types de publics, en étant extrêmement vigilant à ne pas genrer ces violences, à ne pas et vraiment à montrer comme elles sont présentes au sein même de nos comportements d'adultes. Voilà. Donc, on a mené déjà beaucoup d'actions, par exemple dans le monde du sport avec Amélie Oudéa, on est vraiment main dans la main, on était encore devant les magistrats il y a quelques semaines à la Cour d'appel de Paris. Donc tous les ministres se sentent impliqués parce que grâce à eux, grâce à moi, on a mesuré quand même l'importance de nous tous nous saisir de ça. Nous avons déjà commencé à diffuser le kit de formation de la Civise. Avec Agnès Firmin-Lebaudot, les services de santé ont reçu et commencent à se voir diffuser la formation de la Civise. Les magistrats et les membres, l'ensemble des fonctionnaires du ministère de la Justice sont en cours de réception de la Civise. Donc déjà, politique de diffusion de l'excellent guide et de l'excellent film qui accompagne le guide fait par la Civise. Et pour moi, c'est vraiment un levier formidable qu'il nous faut utiliser. La question, bien évidemment, le champ est très vaste. Je ne vous donnerai que quelques points, mais on pourra rentrer dans le détail. La question des personnels de santé. J'ai reçu les ordres, je reçois bientôt encore les ordres infirmiers, j'ai vu les dentistes, j'ai vu tout le monde. La nécessité, évidemment, d'être extrêmement près de ces professionnels qui restent à la fois vraiment qui repèrent des choses très importantes. J'ai réalisé comme un dentiste était un acteur assez essentiel du repérage, ne serait-ce que par exemple qu'un enfant qui s'allonge brutalement sur le fauteuil, c'est un signe de soumission assez net. Enfin voilà, donc plein de petits. Donc nous travaillons beaucoup avec le ministère de la Santé sur les professionnels de santé. Vous savez qu'on a encore toujours une problématique de secret professionnel côté médecin qu'il nous faut approfondir. Je pense qu'on aura besoin probablement d'un texte, peut-être, voilà, donc nous avançons sur ces sujets-là. Dans le monde de l'animation, Sarah El Haïry, dans le cadre de son comité de filière, s'est saisie de ce sujet-là. On a bien sûr la question du criblage pour éviter que des personnes qui ont été condamnées. Donc on est un peu tous azimuts sur ce sujet-là. Le ministre de la Justice a fait une circulaire dédiée à ces parquets. Gérald Darmanin
a mis en place un office qui voit le jour et qui a pour objectif de coordonner l'action des gendarmes et des policiers en la matière. Nous avons continué à développer les UAPED. Ce plan-là, pour moi, il est essentiel. C'est pour ça qu'on annonce un plan 2023-2027. Nous ne pourrons pas réussir non plus sans les parents, sans les adultes. Et voilà, donc c'est une de mes actions vraiment prioritaires, et bien sûr avec des publics, les publics ultramarins et les publics de l'ASE et de la protection et bien sûr de situations de handicap. La pauvreté, nous sommes en train de finaliser une stratégie pauvreté qui prendra le relais évidemment de ce qui a été fait dans le précédent quinquennat. Elle est bien sûr polymorphe. On a des enjeux, évidemment, Madame Parmentier, de logement, des enjeux d'aide sociale. Je travaille actuellement, nous réfléchissons beaucoup quand même sur la question des allocations et de la protection qui, aujourd'hui, ne touche pas tout le monde, pas comme nous le souhaitons. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. On a un niveau de place d'accueil qui n'a eu aucun équivalent dans les précédents, d'accueil d'urgence qui n'a eu aucun précédent dans les précédents quinquennats. Une vraie problématique de sortie des places d'accueil d'urgence, de la même manière que je mesure tous les jours la problématique de sortie des foyers jeunes mamans, enfants, avec bien sûr l'accès à la location et l'accès à des logements propres, avec toutes les difficultés d'un certain nombre de personnes qui n'en ont pas les garanties, voire qui n'en ont pas le statut administratif, et donc toute cette question de l'accès à du logement sécure. Bien évidemment, qu'on le sait tous, je ne vais pas rentrer dans le détail, la crise sanitaire avec la mise à l'abri de beaucoup de personnes a ralenti le circuit d'accès au logement, a bien sûr ralenti la construction des logements sociaux. On a encore énormément à faire. On est très engagé avec le ministre de la Ville. Je dois quand même dire que dans les petits succès, nous sommes arrivés à rescolariser l'année dernière plus de 3000 enfants qui étaient dans des bidonvilles. Donc on a une action très transversale, politique de la ville, politique de l'éducation nationale, politique de la santé et bien sûr protection de l'enfance sur ces sujets-là. Les chiffres restent évidemment inacceptables et c'est un combat que nous mènerons spécifiquement dans la stratégie pauvreté qui doit être présentée dans les jours qui viennent. Je dois dire quand même qu'en matière de famille monoparentale, beaucoup de choses ont été faites et doivent continuer à être faites. L'intermédiation des pensions alimentaires, aujourd'hui, est quand même quelque chose qui a stabilisé, pas toutes, mais un certain nombre de familles. L'augmentation d'un certain nombre d'allocations et la prise en compte des statuts de monoparentalité, il y a eu des choses. C'est évidemment toujours insuffisant, tant la séparation comme la reconstruction de la famille sont des moments extrêmement fragilisant pour les familles et pour les enfants. Voilà. Monsieur Cyrulnik nous disait quand même qu'aujourd'hui, les séparations arrivent une fois sur deux avant les 1 an de l'enfant et que certains enfants peuvent avoir 9 parentalités différentes au maximum. Vous imaginez ce que ça dit en termes de parcours de l'enfant. Voilà. Donc on a un vrai enjeu de parentalité et de construction familiale. J'aime mieux parler de construction parce que je suis optimiste, mais on a un vrai sujet de stabilisation du concept même de famille. Donc les enjeux de parentalité qui nous ont sauté aux yeux dans le cadre, et je regarde les familles qui ont assisté bien plus près que moi à ces émeutes avec énormément d'humanité. Il y en a qui font tout ce qu'elles peuvent, et il y en a qui demandent de l'aide et qui n'ont pas d'aide, et il y en a qui ne demandent pas d'aide, etc. On sait bien qu'on a... Donc ces enjeux-là sont tout à fait essentiels. Ça rejoint les observations qui ont été faites là. La prévention, l'accompagnement au milieu ouvert aujourd'hui sont, à mon sens, totalement essentiels pour prévenir ces placements de plus en plus nombreux qui arrivent trop tard. Les décisions arrivent trop tard parce que toute l'amont de la prévention et de l'accompagnement en milieu ouvert ne s'est pas mis en place ou n'a pas pu se mettre en place pour des raisons dont on peut discuter longuement. Madame de Maximi, toutes les familles ne sont pas demandeuses d'aide. Et dans les familles, tous les parents ne sont pas demandeurs d'aide. Et un des sujets de la judiciarisation de la protection de l'enfance, c'est le non-accord entre les parents, qui fait qu'on va devant le juge pour obtenir l'accord de tout le monde. Donc, et qui ralentit aussi tout le système. Et qui fait, voilà. Donc on a des mécanismes de prévention, d'adhésion des familles. Moi, j'ai saisi le CNPE sur comment travailler en protection de l'enfance avec les familles et ne pas toujours être dans la décision de justice qui s'impose brutalement. Je suis magistrate, je ne conteste pas le fait que les décisions doivent se faire, mais voilà, on est très en aval
on est de plus en plus en aval. L'ensemble des enquêtes qu'on a ouvertes en matière de violence intrafamiliale nous conduit à intervenir de plus en plus dans un temps très contraint, sans accompagnement. La politique des 1000 premiers jours conduit à un nombre de placements de bébés de plus en plus nombreux, donc on a aussi l'effet positif de la formation des professionnels qui conduit à plus de placements. On est dans des pressions extrêmement fortes et selon les situations sociales, qu'elles soient dans nos quartiers de ville ou qu'elles soient on est aujourd'hui dans l'urgence constamment, et ceci n'est évidemment pas satisfaisant et brutalise en quelque sorte les familles qui subissent des placements. Voilà. Et on est aujourd'hui dans une situation où l'aide sociale à l'enfance n'a pas meilleure presse que la DAS de l'époque, et c'est « ne venez pas chez moi parce que vous allez voler mon enfant ». Donc le travail en amont est aujourd'hui extrêmement compliqué et explique aussi cette pression de placement qui sont finalement la décision presque, pardonnez-moi, je n'aime pas ce mot-là, mais la plus lisible pour prendre l'enfant et l'observer en dehors de son milieu et comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc on a un vrai sujet d'articulation. Alors je vous ai parlé bien sûr de colloques, etc. Mais je pense quand même qu'il faut aujourd'hui réunir les travailleurs sociaux et les magistrats sur c'est quoi le milieu ouvert, comment on fait mieux du milieu ouvert et comment on gère le placement, parce qu'aujourd'hui, la réponse principale aux problématiques de famille, c'est le placement, et ça, c'est pas satisfaisant. Notamment parce que, évidemment, le placement est nécessairement une rupture pour l'enfant et que les modalités de placement doivent être, je le répète, subsidiaires à l'accompagnement en famille. C'est des chiffres qu'on connaît, et d'ailleurs le rapport du Sénat est très clair. Nous avons maintenu, quelles que soient les lois protection de l'enfance 2007, 2016, 2022, 80% de judiciarisation, 20% d'administratif, 60% de placement, 40% de milieu ouvert. Ça reste d'une stabilité. Voilà. En dépit du fait que le législateur dit moins de placement et plus de participation des familles. Donc tout ça, ça réinterroge la prévention et l'accompagnement au milieu ouvert. C'est un long travail, fortement déstabilisé par la crise sanitaire et sur lequel on peut travailler tous ensemble, et notamment avec l'autorité judiciaire. Je le répète, ce n'est pas moi qui vais dire autre chose, une décision de justice doit être exécutée, mais en même temps, on ne peut pas ne pas s'interroger sur l'aval quand on prend des décisions de placement et sur le sens du placement. Voilà. Et je pense que ça doit être collectif. La question, pardonnez-moi, plus généralement, des moyens mis sur la protection de l'enfance et de l'évaluation des moyens qu'on met, de la collecte des données, etc. Bon. On part de très très loin. Je viens de mettre en place le GIP France Enfance Protégée qui doit être le lieu de réflexion et de travaux sur à la fois des données, des ressources, etc. Le législateur, dans sa grande sagesse, a souhaité faire un objet administratif quand même riche de ses composantes, et nous en sommes quand même toujours à fédérer les énergies de l'ensemble des personnes qui ont rejoint le GIP. Voilà. Avec, vous le savez, une gouvernance extrêmement audacieuse, les départements, l'État et les associations qui sont fortement engagés dans l'intérêt supérieur de l'enfant, mais parfois avec des points de vue qui ne sont pas nécessairement totalement convergents. Au-delà du GIP, le ministère de la Justice s'est saisi dans le cadre d'un plan numérique que vous avez eu certainement à voir dans d'autres instances que face à moi, extrêmement audacieux, de la question des chiffres de la justice des mineurs, qui sont évidemment inexistants en l'état actuel, enfin en tout cas extrêmement schématiques, et qui sont indispensables à l'évaluation de tout ce dont on parle aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, que ce soit sur le sujet des mineurs non accompagnés, que ce soit sur le sujet des décisions non exécutées, que ce soit sur le sujet évidemment beaucoup plus profondément de la qualité des parcours, de la continuité des parcours, il nous manque on a un trou béant côté judiciaire. Et on a 101 départements avec des chiffres distincts, et heureusement qu'on a l'ONPE qui fait des synthèses de temps en temps, mais ça reste quand même, et quelques études portées par les universités, mais ça reste évidemment totalement insuffisant. L'objectif que j'ai déployé depuis mon arrivée, c'est de dire oui, les départements mettent plus de 8 milliards d'euros, et oui, depuis 5 ans, ils augmentent chaque année de 10 à 15% le budget alloué à la protection de l'enfance, face à la demande qui augmente. Face à ça, l'État met aujourd'hui aussi de l'argent, mais ce n'est pas repéré. Quand l'école accueille bien un enfant en situation de protection de l'ASE,
C'est de l'argent mis par l'État au service de la protection de l'enfance. Nous travaillons actuellement à des conventions avec l'Éducation nationale et avec l'enseignement supérieur pour mieux accompagner les enfants en situation de protection dans leur parcours scolaire, qui est évidemment un gage d'insertion à l'issue de la protection de l'enfance. Quand il y a un dispositif de santé qui accompagne ces enfants, que ce soit de la santé physique, c'est l'expérimentation de santé protégée que nous souhaitons élargir à l'ensemble des enfants, et c'est ce que nous proposons au PLFSS qui viendra en débat devant vous, c'est d'élargir le premier rendez-vous médical pour tous les enfants de la protection de l'enfance. Nous travaillons actuellement, et ça fait partie des travaux des assises de la santé de l'enfant, à la même démarche en matière de santé mentale. Évidemment, ces enfants, plus que les autres, ont besoin d'un bilan psy et d'un accompagnement psychologique. Ça, c'est de l'argent que met l'État au service de la protection de l'enfance et qui dépasse les 8 milliards d'euros qu'on dit habituellement. On a bien sûr un enjeu aussi de mobilisation de la société civile auprès de ces enfants. Ces 300 000 enfants, aujourd'hui, n'ont pas d'existence réels dans notre pays. Ils intéressent, je le dis régulièrement, M6 une fois tous les 2 ans sur un reportage trash, mais globalement, c'est des gamins qui ne disent même pas eux-mêmes qu'ils sont placés, parce qu'au cas où on risquerait d'avoir une image négative d'eux, ils ne le disent même pas quand ils sont sortis d'affaires. Et donc nous travaillons beaucoup et nous avons mis de l'argent sur le mentorat et sur le parrainage, qui me paraissent être totalement essentiel à l'accompagnement de ces enfants, y compris avoir un regard. Je suis ravie que le garde des Sceaux se soit saisi de la question de l'accompagnement des droits de ces enfants par 2 canaux, bien sûr la question de la place de l'avocat, mais aussi la question de l'administrateur ad hoc et des moyens que nous devons mettre aussi pour qu'ils aient accès à leurs droits. Comme je vous l'ai dit, dans le nouveau CNPE, j'ai moi-même demandé que le CNPE se saisisse de la place des familles, qui me paraît quand même aujourd'hui assez essentiel, mais le CNPE s'est saisi de bien d'autres sujets, y compris notamment le placement des nourrissons. Je le répète, nous sommes aujourd'hui dans une évolution extrêmement inquiétante. De nombreux nourrissons qui sont placés, c'est probablement la conséquence positive de la politique des 1000 jours et de la professionnalisation et du repérage des difficultés des enfants dans les 1000 premiers jours. Mais qu'est-ce que c'est que des pouponnières entières d'enfants placés à quelques semaines après leur naissance? Et c'est quoi ce qu'on prévoit pour ces enfants? Et c'est là où on retrouve les enjeux de parentalité et d'accompagnement des familles pour que, voilà, on a un véritable enjeu sur ça. Je voulais dire aussi que cette question de la parentalité, pour moi, doit rejoindre l'éducation des enfants à la vie, enfin, les fameuses compétences psychosociales. Aujourd'hui, on ne parle pas parentalité à nos enfants avant qu'ils ne deviennent grands. Et beaucoup trop de parents on parle de parentalité, alors grâce à la politique des 1000 premiers jours, juste avant la naissance et juste après la naissance, mais beaucoup trop de parents deviennent parents sans avoir conscience de la parentalité. Et là aussi, pour moi, c'est une mobilisation de tous les acteurs, y compris le monde du travail. Un parent équilibré est un travailleur équilibré. Et parler de parentalité dans le monde du travail, c'est pour moi aussi quelque chose d'important. Et apporter des informations et des accompagnements de parentalité dans le monde du travail, c'est aussi un de nos enjeux. Donc la parentalité est quand même, à mon avis, au cœur de nos enjeux. Et le milieu ouvert, la prévention doit être remise au-dessus des enjeux de placement. Je vous donne un exemple très concret, Madame la députée. J'ai un enjeu autour du décret de ce qu'on appelle les normes d'encadrement dans le placement. Extrêmement important, puisque la protection de l'enfance est un des rares champs où il n'y a pas de normes d'encadrement. Le sujet aujourd'hui, c'est que ce décret qui a été travaillé, qui est un peu contesté par tout le monde, mais qui doit atterrir, exigerait que les départements et l'État mettent tous les moyens sur l'encadrement dans le placement. Alors même que quelque part, ça serait contradictoire par rapport aux besoins de mettre des moyens sur le milieu ouvert et sur la prévention. À un moment où, comme vous le savez, nous n'avons de toute façon pas de travailleurs sociaux, même si nous mettons beaucoup d'argent sur le sujet. Donc cet équilibre global entre prévention, milieu ouvert, placement, qualité de la prise en charge, avec un seul repère, le parcours le plus construit et le plus fluide et le plus affectivement stable pour l'enfant, est aujourd'hui extrêmement compliqué dans ce cadre de parentalité complexe et de violence réelle qui nous oblige énormément à intervenir en urgence. J'ai certainement, je pourrais parler des heures de la protection de l'enfance, donc je vais m'arrêter là, mais nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres cas. Je voulais quand même me permettre de vous dire, Madame Maximi, que l'enquête pénale dit
pour ce jeune garçon, bien sûr que s'il n'avait pas été là, il ne serait pas tombé, mais il s'agit quand même d'un accident. Ce n'est pas une violence qui a conduit à la défenestration, il s'agit d'un accident. C'est important, je trouve, de le dire. On a des professionnels qui sont extrêmement et légitimement culpabilisés dans l'exercice de leurs fonctions. Et je suis aussi extrêmement vigilante à ce qu'on soit attentif à bien mettre des mots. Je fais partie de celles qui pensent que le mot maltraitance fait un paquet cadeau d'un certain nombre de situations très différentes entre des organisations professionnelles qui sont préjudiciables et qui relèvent de la responsabilité des institutions publiques, des financeurs et des employeurs, et des actes vraiment de passage à l'acte de professionnels qui sont inacceptables, et des situations qui dépassent de toute façon la responsabilité de tout le monde, tant elles peuvent être accidentelles, elles peuvent être... Voilà. Donc je pense qu'il faut être aussi vigilant parce que, vous le savez mieux que moi, il y a un fort poids sur les épaules de l'ensemble de ces travailleurs sociaux et je pense que dans l'attractivité, il nous appartient aussi de mettre en valeur ce qui est bien, et c'est notamment mon objectif dans ma politique de mise en valeur des bonnes pratiques et des belles histoires de la protection de l'enfance, parce qu'il y en a quand même. Voilà. Dans le sujet harcèlement, alors, qui rejoint quand même le sujet violence faite aux enfants, violence entre enfants, éducation à la non-violence, et cette problématique générale, je le dis souvent dans l'affaire du petit Lucas, les enfants ne naissent pas homophobes, et la violence qui s'est exercée sur ce petit Lucas n'a peut-être pas, je ne suis pas dans l'intimité des familles dont les enfants ont été impliqués dans ces faits de harcèlement, mais n'a peut-être pas été redressée non plus dans les familles. C'est pour ça qu'à la suite de l'affaire de la petite Lindsay, moi j'ai quand même invité chaque parent à rentrer chez lui et à interroger ses enfants sur c'est quoi le numérique. Et on le sait, monsieur Balanant, vous le savez, 8 parents sur 10 ne savent pas ce que les enfants font sur le net, ne posent pas la question, là où tous les parents à peu près demandent quand un enfant passe la porte de l'entrée où tu vas, qui tu vas voir et quand est-ce que tu rentres. Sur le numérique, ces questions ne sont jamais posées aux enfants. Au contraire, on se dit, comme il est avec le téléphone, il est calme, il ne va pas faire de bêtises. C'est là où il faut évidemment que les parents aient conscience qu'ils risquent. Et la réalité de ce qui s'y passe a parfois des effets décuplés bien plus graves que dans la vie réelle. Donc voilà, les affaires du petit Lucas, de la petite Lindsay, etc., doivent permettre aux parents d'entrer en dialogue avec les enfants, et très tôt, puisqu'on sait que globalement tous ces sujets commencent dès le CM1, le CM2, et se cristallisent énormément au niveau du collège, à un moment très clé pour les enfants dans leur construction, dans le phénomène de groupe, etc., et se régularise à peu près au lycée pour tenter de passer à l'âge adulte, mais nous savons que nous avons quand même des adultes qui ont été poursuivis dans ces affaires, eux aussi, et que le harcèlement numérique n'est pas l'apanage de nos enfants non plus. Et donc quand je dis qu'il y a un sujet adulte-enfant et gestion de la violence, et je pense que tout le monde autour de la table, nous sommes nous-mêmes victimes de mots extrêmement désagréables, mais nous sommes adultes et nous le vivons plutôt mieux sur les réseaux. Donc il y a de l'exemplarité aussi des adultes sur ces sujets-là. La Première ministre a réuni la semaine dernière les ministres autour de la table pour accélérer la réaction et surtout coordonner l'action de tout le monde en matière de harcèlement. On l'a vu dans l'affaire de la petite Lindsay, il y avait un sujet de coordination entre l'école et bien sûr l'ensemble du numérique, les plateformes, le 3018, etc. Et une coordination aussi avec les services de police, de justice, de gendarmerie. Donc nous travaillons actuellement à poser l'ensemble des acteurs, y compris d'ailleurs les plateformes, qui ont une responsabilité à prendre dans ces sujets-là, pour qu'à un moment donné, quand il y a un signal, tout le monde se pose la question de à quel niveau on en est. Est-ce qu'on est sur un niveau qu'on peut régler en médiation entre les deux gamins, ou est-ce qu'on est à un niveau où les institutions doivent pouvoir réagir et mettre en protection l'enfant harcelé et prendre en compte l'enfant harceleur, étant entendu que les études sont tous très claires, un enfant harceleur peut devenir harcelé et réciproquement, et que donc le travail avec les enfants doit être évidemment éminemment transversal. La généralisation du plan phare à la rentrée par le ministre de l'Éducation nationale, la formation des ambassadeurs, la journée du harcèlement le 10 novembre, dans lequel on aura l'occasion de réinterpeller tout le monde sur ces sujets, les plateformes autour de la table pour
rendre plus visible le petit bouton harcèlement plutôt qu'une espèce de menu déroulant où vous avez à la fois les courses de Noël et enfin, bon, voilà. Donc beaucoup de travaux sont lancés sur ce sujet-là, mais je pense à nouveau que le sujet de la coordination et de la relation avec les parents est tout à fait essentiel. Moi, j'ai eu des échanges avec des chefs d'établissement qui vous disent quand même que quand on interpelle les parents des harceleurs, ils contestent aussi les faits, et c'est tout ça aussi qu'il faut travailler de manière intense. La parentalité numérique. Merci au Parlement de cette saisie de ce sujet avec à la fois M. Studer et la question de l'autorité parentale avec la dimension numérique, la question de la majorité numérique, tous ces sujets-là qui doivent être des leviers pour nous pour aller nous adresser beaucoup plus clairement aux parents. Le constat que je fais au bout d'un an, c'est que nous sommes nombreux à parler numérique aux parents et que dans le fond, ils n'entendent pas toujours, enfin, ils n'ont toujours pas vraiment la clé des sujets. Alors, il y a un site, jeprotège.gouv.fr, qui est un site que nous retravaillons parce que je ne le trouve pas très lisible et pas très visible. Nous avons les ateliers de la parentalité numérique qui sont portés au travers de la CAF, mais aussi avec tous les acteurs, y compris les plateformes, et nous nous déployons sur le terrain. Et nous avons labellisé les contenus parce qu'en fait, c'est ça que les parents attendent, c'est d'être sûr que le contenu qu'on leur donne est vraiment consensuel et clair. Et voilà. Si je prends par exemple la question des écrans, vous savez que d'un acteur à l'autre, tout le monde ne pense pas pareil. Certains sont pour interdire strictement tous les écrans avant 3 ans et qu'aucun enfant ne voit un écran avant 3 ans, ce qui me paraît être peut-être un peu excessif. Voilà. Et en même temps, on sait que les parents ont besoin d'avoir des règles claires. En ce sens, la majorité numérique à 15 ans me paraît déjà être un signal très clair. Nous continuerons et nous avons effectivement préservé dans la coge CAF un certain nombre de crédits pour accompagner les parents dans leur parentalité numérique. On a fait une campagne qui a eu quand même un petit impact sur vous apprenez à vos enfants à nager, vous devez apprendre à vos enfants à surfer sur le net, mais c'est bien cette idée-là de leur dire, et vous l'avez dit, monsieur le député, le téléphone est dans nos vies, et dans nos vies d'adultes d'ailleurs. Hein, vous le savez, les orthophonistes disent que le simple fait que nous soyons tous à regarder si nous n'avons pas eu un message urgent ou si la livraison va bien arriver ou si le gardien, etc. Bref, fait que nous sommes beaucoup moins en interaction avec les enfants et que les acquisitions de langage sont beaucoup plus lentes chez les plus petits. Hein. Donc on sait que c'est polymorphe, que ça va très loin aussi dans les relations affectives et sociales. Vous avez des ados qui sont incapables de demander quelque chose autrement que par SMS pour ne pas avoir un refus ou un dialogue qui s'instaure. Est-ce que je peux aller chez ma copine? Dis-le moi, enfin, on va en discuter. Non, mais voilà, c'est déjà organisé. Enfin, il y a toute une gestion, y compris dans les vies affectives et amoureuses. Hein. Bien plus simple de se séparer par un petit SMS que d'aller dire finalement... Enfin, donc tous ces sujets-là, c'est de l'éducation à la vie, au-delà de l'éducation à la sécurité et aux données. Donc on a le passeport PIX, mais on a aussi les passeports Internet. Et à nouveau, c'est quelque chose qui doit être pris en compte par tout le monde et par toutes les instances de vie, parce que même nous, en tant qu'adultes, nous avons un vrai sujet avec nos téléphones et la façon dont nous gérons nos téléphones. C'est beaucoup plus simple de faire un message que de passer un coup de téléphone. Et en même temps, un message, ça n'a pas le même impact qu'un coup de téléphone. Et voilà, donc tout ça, exemplarité et levier. Alors, je vais confesser quelque chose. Bien sûr que le sujet écologique est au cœur des préoccupations du gouvernement, on ne va pas le dire autrement. Je dois dire que mon secrétariat d'État s'est déployé sur beaucoup de sujets et n'a pas eu les moyens d'avoir une bande passante sur le sujet à proprement dit écologie et enfance. On a le sujet santé dans lequel on a la question quand même des espaces, des bulles vertes. Ce n'est pas absent de mes préoccupations, mais il est plutôt porté dans d'autres sujets, y compris à l'école, avec le passeport vert, avec beaucoup de choses, y compris d'ailleurs au CNR Jeunesse, où on a eu tout un sur l'écologie. Donc c'est présent dans nos esprits. Mais je n'ai pas, moi, eu le temps et les moyens de développer un programme spécifique, transversal, enfance et écologie. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis, mais je vois que le ministre de l'Éducation nationale s'en est saisi, le ministre de la Santé s'en est saisi. Évidemment, la planification écologique et les collègues travaillent sur les enjeux écologiques. Je n'ai pas porté, moi, un programme spécifique sur ça, parce que, j'avoue, j'en ai pas eu aujourd'hui la bande passante face aux violences, à l'ASE, au handicap, à la CNH handicap sur lequel je me suis beaucoup investie, au sujet des jeunes majeurs, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais qui pour moi vraiment est quelque chose de très important, donc l'articulation, travail, formation, éducation, et tout ça, je le dis très sincèrement,
heureusement, on a du temps devant nous, mais enfin pas pour l'écologie, mais en tout cas, je comprends votre demande et elle est objectivement très légitime et nous allons rajouter ça dans la to-do list. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à peu près à tous les sujets Voilà. Et alors, en tout cas, la seule chose que je peux dire sur le sujet climat, c'est que j'ai la conviction que les enfants et les jeunes sont surtout des acteurs qu'il faut qui sont pour nous des stimuli et qu'il faut prendre en compte. Et d'ailleurs, ça avait été assez intéressant au moment du Conseil des ministres des enfants. La Première ministre avait été fortement, à l'époque, interpellée sur le Qatar et sur pas mal de choses. Donc, il ne faut surtout pas se priver de leur capacité à nous pousser à faire mieux, vite, et très important. Et ça j'en ai conscience. Merci, Madame la Ministre. Je vais passer la parole à d'autres orateurs de groupe. En aparté, si vous me permettez, quelques réflexions par rapport à ce que vous indiquez. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on recrée la confiance entre les travailleurs sociaux et les familles. Parce qu'effectivement, trop de fois, quand les familles appellent à l'aide, on finit in fine peut-être par un placement et du coup, ça décrédite la parole des travailleurs sociaux. Sur le nombre d'encadrement pour le placement, effectivement, vous avez raison, il faut aussi qu'on regarde le nombre de mesures que doit traiter chaque éducateur en milieu ouvert en fonction de l'AEMO renforcée, etc. Parce qu'on voit quand même des grosses disparités d'un département à l'autre. Et surtout, ce qui est accompagnement des familles, je salue votre initiative de recensement des bonnes pratiques parce que pour en avoir vu notamment à SOS Village d'enfants ou à Apprentis d'Auteuil, on a vraiment des choses qui marchent très bien sur l'accompagnement des familles et de la parentalité. Il faut qu'on arrive à le généraliser. Et j'en profite pour vous glisser l'enjeu sur les espaces rencontres qui est vraiment à développer avec les missions de passage de bras pour éviter les violences en cas de conflit. Il faut absolument qu'on développe ce système. Et juste pour terminer, l'éducation numérique, on a une mission en ce moment également. Éducation numérique au sens large, parce que les parents puissent éduquer leurs enfants, il faut déjà qu'eux peut-être soient à l'aise avec tout ça. Donc on a effectivement cet enjeu éducation numérique, parents, enfants, pas que le volet éducation nationale. Donc on devrait, pareil que sur celle du handicap, avoir vers mi-octobre, début novembre, les conclusions. Alors j'ai 3 demandes de parole. J'ai Monsieur Pouillat dans un premier temps. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a publié, donc en juin dernier, vous en avez parlé, ses observations sur la mise en œuvre par la France des droits consacrés par la CIDE. Alors, plusieurs éléments ont retenu particulièrement mon attention, comme la question du rapatriement des enfants retenus en zone irako-syrienne, travail que nous avons pu mener avec Madame la Présidente et notre collègue Pasquini, ou encore le recours accentué aux salles Mélanie dans les gendarmeries. Mais étant très mobilisé sur les questions de santé mentale, je souhaitais particulièrement vous interroger sur la santé mentale des enfants. Le comité appelle la France à dresser un état des lieux de la santé mentale des enfants et à élaborer une stratégie nationale dans ce domaine, en s'interrogeant particulièrement sur les enfants les plus vulnérables, dont ceux pris en charge par la PJJ. Il se trouve que je suis aussi rapporteur budgétaire sur ce sujet particulièrement, donc voilà, sujet qui m'est cher. Comme vous le savez, voilà, je le sais. Comme vous le savez, il s'agit d'un défi majeur, renforcé de surcroît par la crise sanitaire. La Cour des comptes, dans un rapport sorti le 21 mars dernier, estime à 1,6 million le nombre d'enfants et d'adolescents souffrant d'un trouble psychique, quand en parallèle, près de 800 000 mineurs bénéficient de soins en pédopsychiatrie. Le nombre de pédopsychiatres a, lui, diminué de 34% entre 2010 et 2022, soit une baisse de plus de 1000 pédopsychiatres. La Cour des comptes dénonce une offre de soins psychiques inadaptée aux besoins de la jeunesse. Elle constate la saturation et le manque de lisibilité du parcours de soins, ainsi qu'une gouvernance peu adaptée. La Cour souligne néanmoins la volonté exprimée par le gouvernement de renforcer l'accès à l'offre de soins psychiques infanto-juvéniles depuis 2018. Elle s'est manifestée avec l'adoption de la feuille de route sur la santé mentale et en amont du parcours de soins, le projet national des 1000 premiers jours, dont vous avez déjà abordé longuement, pour prévenir les troubles psychiques des mères et des nourrissons. Pourriez-vous nous préciser les priorités que vous fixez pour les années à venir sur la question de la santé mentale des enfants, en particulier des plus vulnérables, et nous indiquer comment, selon vous, faut-il poursuivre l'effort en la matière? Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai Madame Anne Standbach-Ternoir qui voulait intervenir. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre.
Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU alerte sur la très mauvaise scolarisation des enfants en situation de handicap. C'est malheureusement pas une surprise, puisque déjà en août dernier, la Défenseure des droits alertait à ce sujet, qui est l'objet de près de 20% des saisines relatives aux droits de l'enfant qui lui sont adressées. Et malgré l'ampleur et l'importance du phénomène, il est d'ailleurs insupportable qu'il n'existe pas de statistiques nationales sur les enfants déscolarisés faute d'accompagnement. Mais pour donner une illustration, en Haute-Garonne, par exemple, la FCPE et les syndicats estimaient en septembre dernier qu'il manquait plus de 300 postes d'AESH. Concrètement, ce sont des élèves qui nécessitent un accompagnement quotidien et qui ne voient leur AESH que quelques heures par semaine. Ou pire, des élèves déscolarisés faute d'accompagnement et de place en établissement médico-social. Ce sont des enfants en souffrance, des parents désespérés, comme ce père qui m'a raconté avoir fait une grève de la faim pour que les droits de son enfant soient respectés. Les besoins augmentent et le gouvernement nous explique qu'il peine à recruter. Mais comment s'étonner? La grande majorité des AESH ont des contrats précaires, à temps incomplet, avec des salaires de 800 ou 900 euros par mois, et elles accompagnent parfois 5, 6 élèves ou plus, avec des besoins très différents et dans des établissements différents. Alors, puisqu'on prépare en ce moment la rentrée, allez-vous engager une fusion des fonctions d'assistant d'éducation et d'AESH, fusion redoutée par les professionnels car elle nierait complètement la spécificité du métier d'AESH, ou bien allez-vous enfin mettre en place un véritable statut de fonctionnaire pour les AESH avec un temps plein à 24 heures d'accompagnement, avec une formation et une rémunération digne? Assez d'alertes, il faut agir pour le droit à la scolarité. Or, l'inclusion scolaire, si elle reste low cost, pour reprendre les termes de mon collègue François Ruffin, eh bien, elle génère de la souffrance pour tout le monde. Pour les AESH, ces travailleuses essentielles, pour les familles, pour nos enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Nicole Dubré-Chirat. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre pour votre présentation. J'avais plusieurs interrogations et questions, notamment sur la situation des mineurs non accompagnés pour justement les prendre en charge. Le rapport signale l'utilisation des tests osseux qui est un outil en fait décisionnel pour décider de la prise en charge par le département ou non. Quid de cette possibilité, s'il faut la supprimer et par quelle alternative avons-nous? D'autre part, le passage, ce qu'on a fait pour les enfants qui sortent de l'ASE, le passage difficile d'après 18 ans, après la prise en charge de ces jeunes par le département, qui ont des sorties sèches, je dirais, à la majorité. Le deuxième sujet sur la mise des mineurs en centre de rétention administrative, notamment à Mayotte et en Guyane. Pour avoir fait une mission sur place au mandat dernier, on avait proposé une PPL qui n'a pas abouti, demandant l'avis du juge d'instruction avant le passage de ces jeunes qui sont pour la plupart seuls ou plus ou moins accompagnés, voire de personnes qui ne sont pas issues de la famille. Sur la métropole, ce sont plutôt des familles avec des mineurs. L'autre chose, c'est sur effectivement les violences à l'égard des enfants. J'ai fait un rapport d'information dans le cadre de la délégation qui visait à mieux accompagner les enfants co-victimes de violences intrafamiliales, qui permettait aussi le repérage, demandait le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique de ces enfants qui ont un impact psychologique sans avoir de coût physique. Comment peut-on prendre en compte davantage ces impacts psychologiques? L'autre chose, c'est sur les mesures judiciaires. Je compléterai ce que disait ma collègue. Je suis sur un département où les juges prononcent effectivement des décisions sur le placement des enfants et nous avons aujourd'hui 180 enfants en attente de placement, faute de familles d'accueil ou de place dans les structures. Et on sait qu'aussi, on a des enfants qui ne sont pas placés au bon endroit et qui, de fait, occupent des places qui ne sont pas libérées pour d'autres. Et la dernière chose, c'était sur la santé mentale, les suites du Covid, l'impact des violences, les craintes liées aux risques liés à l'environnement, le stress provoquent des troubles psychologiques pour lesquels les professionnels nous manquent considérablement aujourd'hui. Et on a devant nous un boulevard d'accompagnement psychologique. Merci beaucoup. Et le dernier orateur, Monsieur Portier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre.
En écho à la mission que nous menons avec ma collègue Servane Hugues sur l'instruction des enfants en situation de handicap dans le cadre de la délégation aux droits des enfants, j'aurais voulu revenir sur la question de l'inclusion. Selon le rapport du Comité des droits de l'enfant, la France est enjointe par les Nations Unies de renforcer la formation, d'augmenter le nombre d'enseignants et d'éducateurs spécialisés dans les classes inclusives, mais aussi de promouvoir et faciliter l'inclusion des enfants dans tous les lieux de vie, y compris l'école, et en particulier dans les zones rurales et territoires ultramarins. En dehors de la plateforme CAP École Inclusive, qui reste un outil dont il faut savoir, mais aussi pouvoir se saisir, quelles mesures souhaite engager le gouvernement pour assurer une formation initiale adaptée de toutes les personnes qui accompagnent les enfants en situation de handicap, mais également pour s'assurer que ces mêmes personnes aient bien mené leur formation continue en la matière? De plus, et plus largement, pensez-vous que d'augmenter le nombre de professionnels en milieu scolaire permettra de mieux accompagner les 436 000 élèves concernés? Est-ce une stratégie vraiment adaptée? Je vous remercie. Merci. Et du coup, autant pour moi, et j'en ai une dernière prise de parole avec Madame Christine Loire. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le rapport de l'ONU est cinglant et je partage particulièrement les inquiétudes concernant l'effectivité du droit fondamental à l'éducation pour tous les enfants, notamment en Outre-mer, où l'absence totale de scolarisation pour une partie de la population augmente. Ces territoires sont d'ailleurs déjà touchés de plein fouet par l'inflation, l'insécurité et une immigration massive incontrôlée. L'école doit être un des piliers qui leur permet justement de s'en sortir. Nos compatriotes d'outre-mer sont des Français comme vous et moi. Quand l'ONU vient pointer ce genre de défaillance sur le territoire national, je pense que cela doit être la priorité absolue du gouvernement. Lorsqu'on lit ce rapport, on a l'impression de parler de pays de tiers-monde et malheureusement, je pense que cette expression n'est pas totalement fausse. Car oui, l'inaction de ce gouvernement, comme les 2 ou 3 gouvernements précédents, amène la France à se tiers-mondiser. Madame la Ministre, j'en appelle donc à votre volonté de changer les choses. Qu'allez-vous faire à court terme pour aider nos compatriotes d'outre-mer et ramener un taux de scolarisation au niveau le plus élevé possible? Je me permets simplement de rajouter que si la situation migratoire de Mayotte n'est pas traitée de la façon la plus rigoureuse possible, alors vous pourrez mettre en place n'importe quel plan de financement, vous n'y arriverez jamais. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la Ministre, je vous laisse la parole tout en rappelant pour les collègues qui ne l'auraient peut-être pas su lors des dernières réunions qu'un déplacement est prévu à Mayotte avec la vice-présidente Madame Perron la semaine prochaine pour justement voilà, bien montrer aussi que la délégation s'intéresse aux Outre-mer. Plusieurs choses. Globalement, sur le sujet inclusion, école inclusive, d'abord quand même rappeler qu'aujourd'hui, l'État met environ 3 milliards et quelques sur l'école inclusive. C'est probablement insuffisant sur un certain nombre de sujets, mais voilà, quand même un investissement fort. Nous avons pris comme orientation générale, bien évidemment, de continuer la dynamique qui consiste à accueillir au mieux les enfants dans les écoles, mais aussi d'avoir une approche finalement plus en plateforme de la réponse faite aux parents. La première chose, c'est, ça paraît évidemment un préalable important, c'est d'avoir une entrée unique MDPH école avec un numéro d'identification et avec un applicatif qui permet dès le départ la MDPH qualifiant la situation de handicap et l'école prenant beaucoup plus rapidement en compte l'évaluation des besoins et la réponse qui doit être apportée. C'est l'évolution des PIAL en guichet unique pour être au service des familles et avoir une réponse beaucoup plus adaptée. L'autre démarche, c'est au sein même des établissements d'avoir un mécanisme de plateforme qui se composerait bien sûr d'un certain nombre d'AESH à la situation stabilisée. On travaille actuellement sur la possibilité d'avoir des contrats communs entre collectivités et État pour pouvoir avoir des temps de travail non saucissonnés et complets, mais surtout d'avoir en réalité une équipe éducative et médico-sociale complète pour répondre de manière complète aux enfants, aux besoins des enfants, c'est-à-dire d'avoir un espace médico-éducatif aux côtés de la classe classique. C'est les 100 expérimentations qu'a annoncé Geneviève Darrieussecq qui consistent en fait à mettre
un petit IME au sein de l'établissement scolaire, ce qui permet aux enfants d'avoir une réversibilité des parcours. Ceux qui sont bien en classe Ulysse peuvent y rester, ceux qui temporairement ne tiennent plus en classe Ulysse peuvent être accueillis sur des plateformes complètes, ergo, pédagogiques, ludiques et de repos. Et à contrario, ce qui est pour moi aussi tout à fait important, des enfants qui auraient évolué positivement dans la structure IME puissent basculer vers la classe normale et qu'en tout cas, il y ait des temps communs, qu'ils s'appellent récréation, cantine ou sortie scolaire, et que ça contribue en fait pour moi à une véritable inclusion, c'est-à-dire que tous les enfants, y compris ceux qui peuvent être en situation de handicap plus lourd, passent la porte de l'école, mais est une plateforme d'accueil la plus adaptée. Un des enjeux fondamentaux, c'est bien sûr le périscolaire et l'accompagnement en dehors de l'école, et c'est aussi un des sujets, c'est qu'on a mis beaucoup d'argent, et à tel point quand même qu'on a des classes où on peut avoir 8 AESH, hein, il faut quand même avoir conscience de ça aussi. On a développé tout un corps d'accompagnants, ce qui n'est pas non plus souhaitable. Imaginez une classe avec autant d'adultes, voilà. Donc l'idée quand même d'avoir des possibilités d'accueillir dans une semaine individuellement, collectivement, en classe classique ou en dispositif dédié, c'est bien évidemment ce qui sera le plus adapté aux besoins de l'enfant. Ça existe déjà dans un certain nombre d'établissements à tout niveau scolaire. Il faut qu'on arrive à le développer sur le territoire de manière homogène. Et bien sûr, ces dispositifs, par l'entrée école, doivent être soutenus par les CESAD, c'est-à-dire par des équipes mobiles qui soient en capacité d'accompagner les parents chez eux et d'accompagner aussi les autres structures d'accueil, puisqu'on sait qu'un certain nombre de ces enfants sont aussi placés notamment en protection de l'enfance. Donc l'idée d'avoir autour de l'éduc à la fois des équipes mobiles qui soient capables de se projeter vers les parents et vers les établissements qui accueillent ces enfants quand les parents ne sont plus en capacité de le faire, ou vers les familles d'accueil. On a quand même beaucoup d'enfants en situation de handicap qui sont pris en compte par des familles d'accueil en protection de l'enfance. C'est cet objectif. Et puis au sein de l'école, avoir des réponses diversifiées, aussi bien en matière médicale qu'en matière éducative. Et je vous rejoins parfaitement, la fusion, enfin je pense qu'elle n'est pas acté, en tout cas moi je suis à peu près au courant de tout, mais pas de ça. Là, il faut être extrêmement vigilant à ne pas fusionner le pédagogique du médico-social et à laisser chaque professionnel avoir ses leviers d'évolution positive des enfants. Et c'est vrai que de laisser aux professeurs la possibilité d'enseigner et de ne pas nécessairement mélanger l'ensemble des métiers, et de permettre aux uns et aux autres, par contre, de partager à la fois les difficultés ou les évolutions positives ou parfois, hélas, moins positives, et donc d'avoir un véritable partenariat entre les équipes scolaires et éducatives et les équipes médicaux et médico-sociales. On sait qu'on a passé une étape et qu'on doit aller vers plus. On a tous conscience qu'il nous manque à la fois des places en structure classique d'IME, mais on n'a aussi pas envie de continuer ces deux tuyaux de socialisation distincts, et l'idée d'expérimenter du rapprochement est pour nous, en tout cas, un axe politique majeur. Voilà. Personnellement, je suis aussi extrêmement attentive à ce que les enfants qui sont en structure IME, ITEP aient accès aux mêmes choses que les enfants qui sont en école ordinaire. Je pense notamment à la culture, au sport et à la socialisation. Et ça aussi, l'énergie qu'on a mise dans l'école ne doit pas nous enlever toute l'énergie que nous devons mettre dans d'autres structures. On a des enfants qui sont... et on a des familles qui sont aussi... qui ont besoin de répit et qui ont besoin d'accompagnement, y compris pour ces enfants qui ne passent pas l'école. Mais vous aurez compris que notre rêve idéal, c'est quand même que ça fasse plateforme et équipe, et que ça ne soit pas deux tuyaux séparés dans lesquels on met des énergies distinctes. Je le répète, pour moi, ce sujet est tout à fait fondamental, et je travaille de manière extrêmement concertée avec Geneviève Darrieussecq. Le président en a d'ailleurs fait un point spécifique. On sait aujourd'hui qu'une mauvaise prise en charge ou une fatigue des familles peut conduire justement à une saisine de l'aide sociale à l'enfance, à des placements. On a dans certains territoires plus de 20% des enfants en situation de handicap dans les structures de l'ASE. Ça montre aussi nos difficultés à accompagner la parentalité et le parcours de ces enfants. Et donc pour moi,
tout est dans tout. Il faut qu'on avance sur tous ces sujets-là. Le gouvernement confiera au président du département, enfin, est en train de confier au président du département de la Somme, M. Housselier, une mission vraiment transversale qui va du transport scolaire jusqu'au foyer de la protection de l'enfance. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que, évidemment, les flux et les prises en charge interagissent et on doit faire mieux sur tous les sujets. Santé mentale des enfants. Alors, d'abord, quand on arrive sur ce sujet-là, il y a un an, il y a des choses qui sont lancées et qui avancent. D'abord, le plan autisme qui nous permet de rattraper un retard historique sur ce sujet-là. Et on est toujours en train de cavaler après notre retard. Donc, on a évidemment un meilleur diagnostic, plus de diagnostics, mais, j'aime pas trop ce mot-là, mais un stock de prise en charge à prendre et à reprendre et des pratiques à mettre en œuvre qui existaient peu précédemment. Voilà. Se rajoute à ça plusieurs réalités nouvelles. La première des réalités, c'est bien sûr la crise sanitaire avec ce qu'elle a provoqué et le numérique qui a nourri l'ensemble de ces problématiques. C'est-à-dire qu'en plus, comme les gamins, par la crise sanitaire, se sont trouvés socialisés essentiellement par le numérique, on a une espèce d'effet d'entraînement qui a énormément complexifié la santé mentale et l'équilibre général de nos enfants. Plusieurs études étaient lancées et plusieurs ont été restituées. On avait eu des informations sur les étudiants. On a maintenant des informations quand même extrêmement claires. Les études ENABE, etc., sont quand même très claires et évidemment particulièrement inquiétantes sur l'état de santé mentale de nos enfants et des besoins, quels que soient d'ailleurs les milieux sociaux, le contexte. Je dirais que cette crise sanitaire a aussi, on le sait, nourri les sujets des violences, qui sont nourris aussi par le numérique, CQFD, le harcèlement, etc. Et donc là aussi, on a des problématiques de santé mentale en lien avec des mécanismes de violence. Donc à nouveau, il nous faut agir sur toutes les thématiques et redire que les violences psychologiques, ou quelqu'un l'a évoqué, comme les violences physiques et a fortiori les violences sexuelles, ont des impacts extraordinaires et déstructurants. Je vous rappelle que la plupart des victimes adultes se présentent comme des survivantes. Alors ce terme est extrêmement fort, il peut être contesté, etc. Mais voyez l'effet que ça fait sur un certain nombre d'adultes. Il faut qu'on mesure ça et que donc on agisse sur toutes les causes de l'atteinte à la santé mentale de nos enfants. Un certain nombre de choses étaient déjà faites. Le renforcement des maisons des adolescents, l'argent mis sur les CMP, notamment, était quand même... Voilà. Toute la circulaire posée par le ministre de la Santé est diffusée de l'Éducation nationale jusqu'à la PJJ en matière de compétences psychosociales, donc des leviers donnés aux enfants eux-mêmes pour réagir face aux émotions, la tristesse, la peur, la colère, etc. Alors ça peut paraître très psy ce que je vous dis, mais de facto quand même des outils que connaissent d'autres pays, qu'utilisent d'autres pays et que nous étaient totalement inexistants dans toute la sphère éducative et parentale de nos enfants. Donc quand même des choses qui avancent sur ce sujet-là. Mais on a bien conscience Alors, mon parcours psy, quand même, avec les 8 rendez-vous, mais à nouveau, dans les contraintes, le défaut de professionnels. Actuellement, on réfléchit quand même de nouveau à augmenter pour rendre un peu plus attractifs ces rendez-vous psy. Mais quand même, évidemment, la nécessité de répondre aux déserts médicaux et aux problématiques de pédopsychiatrie, de psychiatrie aussi, etc. Une difficulté quand même spécifique à la santé mentale des enfants, c'est de césure à 15 ans, entre la pédopsychiatrie, la psychiatrie adulte. Une problématique quand même aussi, comme on n'a pas repéré les générations suivantes, une problématique de problèmes psy, et notamment de troubles du neurodéveloppement qui se reproduisent, et souvent à l'occasion de l'évaluation des enfants, on repère les parents, donc quand même des doubles accompagnements assez complexes. Voilà, donc un chantier très large devant nous. On attend aussi un certain nombre de préconisations des assises de la santé des enfants, avec la nécessité incontestablement de jouer à tous les niveaux, la prévention jusqu'à l'ouverture de lits en pédopsychiatrie. On a un défaut manifeste de lits en pédopsychiatrie. Voilà. Est-ce que j'ai des thématiques? Excusez-moi, je finis par me perdre dans mes petites notes. Mais bon, évidemment, pour moi... Alors, on a aussi développé, je voulais quand même le dire, les formations
comme on a la formation aux gestes qui sauvent, on a développé partout, notamment chez les fonctionnaires, dans les écoles, mais par exemple aussi à la PJJ, les premiers secours en santé mentale, y compris à l'égard des enfants, parce qu'une des difficultés sur les enfants, c'est le diagnostic au moment de la crise et la réponse la plus adaptée possible, y compris avec les parents qui peuvent d'ailleurs contester la dimension santé mentale. Donc voilà, effectivement, le besoin aussi d'outiller au maximum les professionnels de réflexes et d'outiller, j'ai parlé des plateformes et des équipes mobiles, d'outiller l'ensemble des acteurs de l'enfance sur qui je peux appeler quand je repère quelque chose qui me paraît atypique. Ça va de la toute petite enfance jusqu'à évidemment l'adolescence. Donc il faut aussi outiller les moniteurs de colo, les profs de sport, enfin voilà, tous ceux qui entourent les enfants. Ça fait partie des plans qu'on développe aussi avec Amélie Oudéa et avec Sarah El Haïry. Mais ça vaut aussi évidemment dans la toute petite enfance. Et par exemple, la question des PMI, dont une des préconisations est de les appeler les maisons des 1000 premiers jours, mais de l'accès au PMI, y compris aux gardes d'enfants à domicile, me paraît être quelque chose d'important. Donc, à tous les niveaux, il faut qu'on renforce et qu'on ouvre des lieux où les professionnels et les parents puissent interroger tout de suite, si possible, pas avoir des diagnostics 2 ans plus tard. Mais l'enjeu est tout à fait phénoménal, fondamental. Alors, vous avez évoqué, madame, la question des mesures de placement et globalement, effectivement, de la problématique des mesures en attente. On a aujourd'hui 4 phénomènes qui se cumulent et qui sont extrêmement... qui se cumulent dans le mauvais sens, si je peux me permettre. Une prise en compte meilleure des violences intrafamiliales qui conduit à intervenir, à repérer des violences sur enfants, mais aussi des violences sur maman, etc. Et donc à des mécanismes de placement, de mise en protection. Donc, voilà. Une augmentation, effectivement, comme je vous l'ai dit, du placement des petits, des nourrissons, que je pense intuitivement, mais qu'on est en train d'évaluer, le CNPE s'en est saisi, l'ONPE, etc., une augmentation des placements des tout petits, et croyez-moi bien, à nouveau, avec des familles assez distinctes, des très jeunes mamans, des mamans issues de l'immigration, mais pas que, des plurimamans, enfin vraiment assez difficile à évaluer, probablement par une meilleure formation des professionnels. On constate de l'hospitalisme beaucoup à l'hôpital, donc on place de plus en plus vite, mais quand même un mécanisme de... On ne va pas pouvoir remettre l'enfant, donc des problèmes. Des enfants prématurés plus nombreux, donc un lien mère-enfant plus complexe, donc un truc plus factoriel sur les tout-petits. Une baisse des familles d'accueil et une problématique de travail social, donc un problème pour recruter. Ce n'est pas faute d'avoir des moyens pour ouvrir des structures qu'on n'a pas les gens pour y aller, évidemment. Et bien sûr, la reprise des flux migratoires et donc plus de mineurs non accompagnés à protéger. Donc évidemment, une forte tension avec, et objectivement, bon, moi j'ai visité plus de 40 départements, puisque vous le savez, je me suis fait fort d'être sur le terrain et de ne pas être que en interministériel, même si ça prend pas mal d'énergie. J'ai visité plus de 40 départements. Je n'ai pas vu de département qui n'investissait pas la politique de l'enfance. J'ai des départements qui disent que ça coûte très, 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 très cher. Un enfant placé aujourd'hui, c'est de l'ordre de 60 000 à 90 000 par an. Donc, je crois qu'il faut... Et ça ne me pose pas de problème. Ces enfants méritent cet investissement, on le sait bien. Et puis, c'est de l'investissement pour l'avenir, etc. Donc, c'est un coût quand même très important. Il y a peu de départements qui vous disent, franchement, Madame la Ministre, passez votre chemin. Aujourd'hui, il y a certains qui peuvent mettre plus, mais qui ne recrutent pas. Donc on a bien évidemment, et je pourrais en parler des heures, mais ça ne dépend pas que de moi, bien au contraire, toute la question du travail social, actuellement les négociations sur la convention unique, la refonte des métiers, l'attractivité des métiers, le Ségur, etc. Ça justifierait une audition propre, mais pas qu'avec moi, s'il vous plaît, parce que d'autres ministres sont engagés sur ce sujet. Voilà. Et bien évidemment, la question, de nouveau, comme on se l'est dit, de la prévention, de l'accompagnement au milieu ouvert, et quand même, et c'est là aussi où, bien évidemment, la protection doit être prioritaire, et la protection physique prioritaire, et la voix de l'enfant vous dira au moindre signe, on place. Au moindre signal, on place.
On a eu beaucoup de discussions avec Martine Brousse là-dessus. Premier signal, on place, la première importance, c'est d'éviter évidemment la mort et l'acte de violence. Mais quand on fait ça, quid de la parentalité, voilà, et on le sait, on a besoin aussi d'avoir des enquêtes judiciaires plus rapides, plus efficaces, qui entendent mieux les parents, qui entendent mieux les enfants d'abord, évidemment. Donc tout est dans tout, et nous devons progresser sur tout, sur les moyens mis sur la justice et la police, sur les UAPED qu'on a donc décidé de mettre dans chaque département, et plus sur la formation des enquêteurs. Eux aussi, ils vont prendre la formation Civis, voilà, sur tous ces axes-là, pour peut-être ne pas faire ce que nous dit Madame Brousse, c'est-à-dire placer tout de suite, mais peut-être aussi trouver des tiers de confiance. Aujourd'hui, comme on n'a pas de milieu ouvert suffisamment structuré, on évalue insuffisamment les tiers de confiance, et on ne confie que dans les structures d'urgence, dans les foyers d'urgence. Et donc, on met des moyens dans les foyers d'urgence. Là, en général, on a à peu près les normes d'encadrement qu'on souhaite sont à peu près respectées dans les foyers d'urgence. Mais voilà. Donc, cette énergie, elle doit être globale. Comptez sur moi, c'est tout ce que je peux vous dire, y compris sur le fait de discuter fortement avec le ministre du Budget sur ma contractualisation pour motiver les troupes et accompagner. Voilà. Donc, je compte aussi sur vous sur ça. Comptez aussi... je compte sur vous aussi pour stimuler le GIP dans ses moyens et dans son envie de faire. Actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, la campagne que nous allons lancer en septembre sur les violences sexuelles, j'ai quand même mobilisé le 119 pour que le 119 puisse répondre au téléphone, et on sait qu'on a du mal à recruter les écoutants. Donc vous voyez, on a quand même toutes les briques sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant, parce que si on ne prend pas les gamins au téléphone quand ils appellent, ce qui n'est pas le cas, les enfants sont prioritaires, ils sont pris, mais si on a X% des appels qui ne sont pas pris en compte sur le 119 ou sur le 3018 ou sur le 3020, c'est autant de gens qui tombent dans les trous de la raquette et qui ne sont pas pris en compte. Voilà, l'énergie, on l'a. Les moyens, je ne peux pas dire qu'on ne les met pas. On peut peut-être en mettre un peu plus, mais on a surtout besoin de coordination et de moyens humains et de motivation à venir au soutien de ces enfants les plus fragiles. Merci beaucoup. Je pense que la ministre a répondu. Enfin, dans ce que j'avais noté, ça a l'air bon. Sur les retours de zone, simplement quand même pour dire que le comité a salué nos efforts, nous invite à continuer et n'a pas été en tout cas dans la sanction. Autant il a été extrêmement critique sur le sujet des migrants, et moi je le prends en compte, et sur le sujet des MNA, on a encore beaucoup de choses à faire, comme je vous l'ai dit. Autant sur le sujet des mineurs autour de zone, on aura l'occasion d'en parler à l'issue de vos travaux très vite. Mais on a pu quand même expliquer que nous étions un des pays qui avions rapatrié le plus d'enfants, avec un souci de les prendre en compte de la manière la plus complète possible. Et si on ne peut pas se réjouir d'avoir eu des enfants qui ont vécu ce type de choses, en tout cas, moi je tiens à le dire, et le comité l'a relevé, on a eu des échanges sur ça, nous n'avons pas stigmatisé ces enfants, et ces 300 enfants sont sur notre territoire avec une vie la plus normale possible, en tout cas sans stigmatisation de la part d'un certain. Et pour moi, c'était tout à fait essentiel. Je souhaitais quand même le dire. Merci beaucoup, Madame la Ministre. En conclusion, juste un vœu que pour la prochaine évaluation par la délégation aux droits des enfants des Nations Unies, on ait un avis du Parlement, parce qu'on a l'avis de la société civile, on a l'avis du gouvernement, et pour moi, il manque vraiment l'avis du Parlement. Donc, nous espérons d'ici là, c'est dans 6 ans, 8 ans. Alors, il y a deux chiffres qui ressortent. Alors, quel est le vrai? En fait, on avait pris un peu de retard lié à la crise Covid. La réalité, c'est qu'il y a ce travail préalable de réponse au questionnaire. Et puis, le comité, ils sont nombreux, mais ils ont quand même beaucoup d'États à évaluer. Mais j'ai le sentiment que la France, constituant par principe, puisque nous avons été moteurs de de la création de la signature de cette convention, un repère, il y a quand même des chances qu'on y repasse d'ici 6 ans, peut-être plus que d'ici 8 ans, pour garder cette dynamique du comité des droits de l'enfant dans lequel la France a un rôle essentiel, d'où l'importance pour moi d'y répondre avec sincérité, humilité, mais aussi beaucoup d'échanges et de construction. De pas prendre ça à la légère, j'espère que vous en avez la conviction. Merci, donc il nous restera à essayer d'ancrer ça pour nos successeurs. Mais il est important, je pense, que la parole du Parlement soit entendue sur ces évaluations. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et, pour ceux que je ne reverrai pas, une bonne trêve, en tout cas estivale, pour un meilleur redémarrage de notre délégation à la rentrée.